de 180 pays et territoires, 190 pays et territoires. Et dans ces cadres-là, l'UNICEF a des programmes de coopération sur 5 ans, donc qui sont reconduits progressivement. Et donc les évaluations que l'on va discuter aujourd'hui sont des évaluations de type évaluation institutionnelle, qui concernent en fait le programme pays. Donc, dans les cas d'espèces, bien sûr, nous avons la Sierra Leone et puis le Libéria. Et plus tard, par ma collègue qui va parler du cas de la Côte d'Ivoire. Donc, globalement, les Country Program Evaluations, comme on appelle les évaluations de programme pays, sont des évaluations qui sont faites à l'issue d'un cycle de programmation et qui ont pour objectif, donc en coopération avec le gouvernement, les évaluations ont été d'autant plus importantes. Les périodes couvertes, c'était les périodes effectivement qui ont été marquées par la pandémie, les pandémies des Covid, mais aussi par l'Ebola. Donc, y compris donc, les autres types de fragilités liées un peu au niveau de transitionner vers un processus de développement. Voilà un peu en bref. Donc, ce sont des évaluations très importantes. Si l'on peut considérer comme évaluation la typologie, c'est peut-être les évaluations les plus stratégiques parce que ça définit en fait les orientations. Ça permet de revoir quelles ont été les stratégies des changements, ce qu'on appelle les stratégies, comment nous travaillons avec les gouvernements, comment l'UNICEF et les différents gouvernements travaillent. Ces stratégies peuvent concerner, par exemple, le renforcement des capacités. Ces stratégies peuvent concerner la question de génération des évidences pour avoir une prise de décision éclairée. Ça peut être également le service delivery. Est-ce qu'on fait beaucoup plus de travail service delivery, c'est-à-dire on accompagne le gouvernement au niveau de la mise en œuvre, ou est-ce qu'on reste beaucoup plus au niveau d'appui au gouvernement, etc. Donc on va revenir certainement dans les détails. Merci. Alors, contrairement à mon collègue Clément et comme ma collègue Soraya, moi je vais présenter plus des évaluations pays où on a eu à évaluer des stratégies de la Banque africaine de développement au Libéria et en Sierra Leone. Pour ceux qui sont familiers ou ceux qui ne sont pas familiers avec la banque, dans chaque pays, on a des stratégies sur 5 ans, stratégies quinquennales. Et ces stratégies, on les appelle documents de stratégie pays, qui sont un peu basés sur des piliers définis suite à des diagnostics pays faits par la banque en partenariat avec différentes parties prenantes. Et nous, on vient à la fin de cette stratégie faire une évaluation ex post dans le but de tirer des enseignements et proposer des recommandations pour l'amélioration des stratégies à venir. Et dans le cadre du Libéria et de la Sierra Leone, bien sûr, les évaluations s'inscrivent toujours dans une logique d'apprentissage et de reddition de comptes. Et dans le cadre de la Sierra Leone et du Libéria, on a eu à évaluer la pertinence, l'efficacité, l'efficience et la durabilité, et l'efficacité de la banque dans l'obtention des résultats dans ces pays, enfin la stratégie dans ces pays. Et ces deux pays particuliers, la banque s'est concentrée sur le secteur des infrastructures énergétiques, la gouvernance surtout, et l'agriculture. Donc on a tiré énormément d'enseignements et fait des recommandations pertinentes qui, même dans le cadre du Libéria sur lequel j'ai eu à travailler personnellement, sont en train d'aider à orienter la nouvelle stratégie pays qui est en train d'être préparée par la banque. Merci. Merci beaucoup. Je vais rebondir directement sur vous, Dr Boubacar. Monsieur Boubacar, pardon. Vous avez fait une évaluation menée par IDEF au niveau pays, sont basées sur des stratégies quinquennales.
Et dans le cas des deux pays, notamment le Sierra Leone et le Libéria, le focus a été beaucoup plus sur les secteurs d'infrastructure énergétique, gouvernance ainsi qu'agriculture. Alors, selon vous, quels ont été les problèmes, les principaux problèmes de mise en œuvre rencontrés par la banque et comment ont-ils affecté la durabilité des résultats de développement? Merci. Ok, merci, monsieur le modérateur. Dans le cadre du Libéria, par exemple, je pense que le plus grand défi, d'abord, c'est important de comprendre le cadre dans lequel, le contexte dans lequel on travaille. On travaille dans un contexte de fragilité. Et ils sont vraiment différents de certains autres pays dans lesquels on opère. Parce que les défis sont multiples et je trouve que malheureusement, les enveloppes pays ne sont pas assez conséquentes pour répondre à tous ces défis. Donc, il faut être très sélectif et vraiment avoir une compréhension très profonde du contexte pour pouvoir obtenir des résultats. Et dans le cadre de Libéria, je pense que le plus gros défi a été la Covid-19 dans la mise en œuvre de ces DSP, dans le sens où la Covid-19 a remis en question les résultats qui avaient déjà été obtenus dans le cadre du premier DSP et a causé des retards conséquents dans la mise en œuvre du second DSP. D'où des problèmes de résultats encore à long terme, parce que quand on est arrivé pour l'évaluation, on a relevé que les projets ne sont pas achevés, donc il n'y a pas de résultats à mesurer. Et par contre, on a pu constater que dans les projets d'infrastructure, la durabilité serait assurée à court et moyen terme, même si les résultats ne sont pas achevés. Par exemple, je prends l'exemple d'une route, par exemple Fishtown Harper. C'est une route qui désenclave toute une région du Libéria. Et c'est une route très importante qui n'était pas achevée. Je pense qu'elle était achevée, ils avaient achevé 220 km sur les 243 prévus au moment de l'évaluation. Mais vu l'importance de cette route pour le pays et vu les mesures qui avaient déjà été mises en place par le gouvernement, par exemple des lois qui étaient passées pour la création d'un fonds d'entretien routier, on sent déjà que des mesures sont prises pour la durabilité et l'entretien de ces infrastructures à long terme et leur durabilité, en tout cas à court et moyen terme, serait assurée. Je pense que voilà un peu le plus grand défi. Et ces retards ont été les mêmes dans le secteur de l'énergie, de l'agriculture, où les travailleurs ont dû rentrer à la maison pendant la Covid et on a dû arrêter les travaux tout simplement. Et voilà, ça a eu des retards conséquents. Merci beaucoup, M. Boubacar. Alors, je reviens au Dr Souraya. Durant votre intervention, vous avez fait mention du fait que les évaluations au niveau de l'UNICEF sont axées sur le type institutionnel pour le cas du Libéria et de la Sierra Leone et qui se base sur un cycle de programmation afin de voir si les chiffres stratégiques ont été opérationnalisés et bien sûr qui va en alignement avec les priorités nationales. Alors, sur cette même élan d'idées, j'aimerais savoir, selon vous, ou nous aimerions savoir, selon vous, comment les pays traduisent-ils les enseignements issus de l'évaluation à un impact réel et durable? Il est toujours intéressant de rappeler, donc, comme je le disais, que les évaluations des country programs, CPD, comme on les appelle, comme parlait mon collègue ici de IDEV, il parlait des CSP, sont
des évaluations assez stratégiques, donc qui consolident également la base, le knowledge qui existe, la connaissance qui provient parfois des évaluations aussi thématiques, par exemple. Et dans ce sens-là, l'UNICEF travaille dans des domaines assez définis, qui sont les domaines qu'on considère de son avantage comparatif avec les différents pays, les domaines de la santé de l'enfant et de la mère, les domaines de l'éducation, la protection de l'enfant, la protection sociale, et bien sûr les finances publiques qui sont devenues un axe et un programme pilier phare, donc qui touche la question de la gouvernance aussi. Alors, dans ces cadres-là, comme je disais, les évaluations du programme pays sont des évaluations importantes. La période couverte dans les deux pays qui nous réunissent aujourd'hui et d'où l'intérêt donc de faire un dialogue et de dialoguer entre institutions même internationales qui sont en appui au gouvernement des pays dans lesquels nous travaillons, font que donc parmi les enseignements donc, ils sont majeurs. Comme je disais, la période était une période assez marquée par des pandémies, donc des crises importantes qui ont vraiment touché l'ensemble des pays, à la fois en développé, mais aussi des pays en situation difficile. Ce qui ressort globalement, c'est l'importance en fait de développer, on va dire, un système résilient, la résilience du système, ou encore ce qu'on appelle le responsive system. Et deuxième point, c'est l'importance de faire appel aux communautés, les jeunes, les communautés ou encore les community, c'est-à-dire la population. La période du Covid, un des axes stratégiques qui est ressorti d'une manière très importante pour à la fois UNICEF, mais aussi l'ensemble des parties prenantes, c'est dans quelle mesure les populations sont-elles impliquées à la base. Sans cela, on ne peut pas aller très loin. À l'UNICEF, on parle de ce qu'on appelle les community-based donc programming. Et ça a été un axe transversal important. Ça, c'est un premier point. Un autre point, c'est qu'on se rend compte déjà qu'on ne peut pas faire grand-chose seul. Et que dans l'appui et dans la collaboration avec le gouvernement, il est important de pouvoir travailler ensemble avec, bien sûr, l'ensemble des partenaires au développement pour appuyer le gouvernement d'une manière coordonnée. Troisième élément important, c'est ce qu'on appelle l'intersectorialité, c'est-à-dire avoir une approche holistique du développement. Sans cela, encore une fois, c'est très difficile. L'UNICEF travaille dans ce sens-là autour de ce qu'on appelle du cycle de vie de l'enfance. Et ça ressort d'une manière importante, par exemple, au Sierra Leone, la question de la programmation sur le développement de la petite enfance qui traverse à la fois dès le début, au niveau de la conception de l'enfant, et qui traverse l'école, donc avec tout ce qu'on appelle le préscolaire ou ce qu'on appelle l'enseignement préparatoire, etc. Donc c'est vraiment l'importance d'optimiser les maigres ressources qui ressortent d'une manière importante, parce qu'in fine, c'est très difficile de pouvoir agir et travailler au niveau vertical. Je rappelle que les ministères traditionnels avec lesquels nous travaillons sont le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation, mais en même temps, l'enfant et l'adolescent sont vraiment une cible dont il faut appréhender d'une manière. Donc vraiment, les périodes importantes donc, de fragilité intense, et je parle bien des périodes de Covid, ayant été certes pas dans ces pays en ce moment-là, mais dans d'autres pays dans ces mêmes moments, ont montré l'importance d'avoir une programmation intersectorielle et de miser sur les communautés. Et donc, ça veut dire en d'autres mots de renforcer, mettre le base de la résilience dès le début. C'est peut-être facile à dire, mais c'est vraiment important. L'implication des jeunes, par exemple, les associations de jeunes, ce qu'on appelle les Europorters, ce sont des associations de jeunes qui ont été également accompagnées au tout début par l'UNICEF, etc. Voilà un peu les points qu'il faut retenir, à mon avis. Le renforcement des capacités. Ça, c'est un élément important aussi. On parle beaucoup de renforcement des capacités, mais quel est le bon dosage pour renforcer les gouvernements? Pour l'UNICEF, ça va être par exemple des ministères clés indispensables comme la santé, l'éducation, mais également le ministère du plan, parce qu'à ce niveau-là, c'est ces ministères-là dans les différents pays avec lesquels nous travaillons, pour nous coordonner aussi.
etc. Donc, et c'est vraiment le bon dosage à faire, etc. Un dernier point, si vous me permettez, c'est que l'Afrique évolue énormément. Hier, on parlait des data. Donc, l'Afrique fait de grands progrès. Et on le voit même dans les pays fragiles, une évolution très favorable. L'enjeu maintenant, c'est de trouver comment les stratégies, donc de pouvoir récalibrer, on va dire, le mode d'intervention. C'est ce que j'appelle, moi, stratégie. Le mode d'intervention au niveau différence entre le service delivery que plutôt le upstream working, dans le travail au niveau de renforcement de politique, etc. L'appui au niveau des programmes, dans la formulation, etc. Merci beaucoup. Donc, beaucoup d'enseignements. Alors, je reviens une fois de plus chez Monsieur Clément Bansé. Alors, vous avez évalué les réponses de la Banque africaine de développement à l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest en 2014, à la pandémie de la COVID-19 en 2022, ainsi que les évaluations de la stratégie de la BAD pour faire face à la fragilité et le renforcement de la résilience en 2021. Sans oublier bien évidemment l'évaluation de la fragilité, de la facilité d'appui à la transition en 2021. Alors, au vu de tout cela, pourriez-vous nous parler des défis méthodologiques qui ont été rencontrés lors de ces évaluations, notamment dans des contextes de fragilité ou en situation d'urgence? Merci. Alors, ouais, vous avez cité, c'est vrai, ces 4 évaluations que j'ai eu l'honneur de conduire. Et comme vous l'avez si bien dit, c'est différents types d'évaluations. Il s'est agi, par exemple, pour nous d'évaluer une stratégie. Ça, c'est un. Donc, ça appelle à une autre approche. C'est de voir un peu la pertinence et puis un peu, par exemple, ce qui est de la fragilité. La Banque africaine de développement, à travers sa stratégie, essaie de classifier les pays membres régionaux en utilisant un outil basé sur un certain nombre de dimensions. Pour juste vous donner un aperçu, par exemple, on a 7 dimensions sur lesquelles on évalue chaque pays. D'accord? Quelques exemples, c'est la stabilité politique, le niveau de sécurité, le niveau de la justice, la cohésion sociale, l'impact environnemental et social, etc. Jusqu'à 7 stratégies, et de moins dimensions. Donc, on évalue la pression que subit chaque pays autour de ces 7 dimensions-là et la capacité du pays à réagir. Et c'est quand, et on attribue des notes, c'est un peu technique, et c'est quand la capacité à réagir du pays n'est pas forte qu'on qualifie globalement le pays de fragile. Donc chaque année, cet exercice est fait et on classifie les pays. Et à l'heure où je vous parle, au niveau des 54 pays africains, on a au moins 22 qui sont classés comme étant en situation de fragilité. Donc, c'est agi pour nous d'évaluer cela. À côté de cela, vous avez parlé de la facilité d'appui aux pays en transition. Et ça, c'est un instrument financier. Là également, ça appelle à une autre démarche évaluative, une approche méthodologique adaptée à cela. Pour les 2 autres, les réponses de la BAD à l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest et la réponse à la pandémie de Covid-19 à partir de 2020, ça, c'est agi pour nous d'évaluer un peu la pertinence et l'efficacité de l'assistance de la banque aux pays membres régionaux. Et au niveau méthodologique également, ça dépend du type d'instrument que la BAD a utilisé. Par exemple, pour Ebola, c'est un appui institutionnel pour renforcer le système de santé des pays qui ont connu l'épidémie, notamment les 3. Et donc, c'est des projets d'investissement. Nous, on l'appelle projet d'investissement, les projets à travers lesquels on permet de payer, construire des infrastructures, former les gens et autres. Maintenant, pour la réponse par rapport à la pandémie de Covid-19, l'instrument financier qui a été utilisé, c'est essentiellement les appuis budgétaires. D'accord? Donc, c'est des types d'opérations où
on s'entend sur un certain nombre de réformes ou des choses à faire, et en contrepartie, la BAD décaisse les ressources qui vont directement au trésor public des pays bénéficiaires. Et les dépenses suivent les procédures nationales, et c'est à la fin, on s'assoit pour faire le point. Donc vous voyez un peu, en fonction du type d'instrument et du type d'évaluation, la stratégie, l'approche méthodologique change. Mais le point commun de tout ça, c'est quoi? C'est des situations d'urgence, de fragilité. Et le premier défi, c'est quoi pour nous en tant qu'évaluateurs? C'est de prendre en compte le contexte. D'accord? Comme vous le voyez, généralement, ça dépend des pays, mais ceux qui sont généralement classifiés comme étant en situation de fragilité, nous constatons une faiblesse des institutions. Hein, l'instabilité, une faiblesse des institutions. Et la conséquence pour ça, pour des évaluateurs comme nous, c'est l'absence de données secondaires. Ça veut dire que si vous allez sur le terrain, c'est difficile pour vous de trouver des données existantes qui puissent être vraiment utiles pour votre évaluation. Deuxièmement, des fois ces données existent, mais ne sont pas de bonne qualité ou en tout cas sont biaisées à cause de certain nombre de faiblesses. Donc ça, c'est un défi qui se présente à nous et nous oblige à mettre une stratégie en place pour collecter nous-mêmes l'ensemble des données nécessaires à notre évaluation. Ce qui aura pour conséquence, bien sûr, le renchérissement, le coût de l'évaluation augmente de façon exponentielle. Un autre aspect, c'est la collecte des informations, les informations sur le terrain. Il faut dire que plusieurs pays en situation de fragilité, vous n'avez pas, bien sûr, la possibilité de visiter certains sites. Ça peut être pour des questions de sécurité. D'abord, pour votre propre sécurité ou bien l'équipe qui vous accompagne, vous ne pouvez pas accéder à certains sites pour voir de visu, mesurer en tout cas les résultats qui étaient attendus sur ces lieux-là. Ou, deux fois, il arrive que généralement le pays n'ayant pas suffisamment de moyens, n'entretient pas des routes. Et nous avons vu, par manque d'accès, on n'a pas pu accéder à certains sites. Et face à cela, il fallait trouver des solutions palliatives pour quand même collecter l'information sur le terrain. Et plusieurs fois, on s'est vu obligé soit d'avoir recours à des experts nationaux. Par exemple, souvent, les étrangers sont plus en danger que les nationaux, mais si sur place, vous trouvez des experts nationaux qui peuvent effectuer le terrain et le déplacement sur le terrain pour collecter l'information pour vous, ça peut vous aider à avancer. À défaut de cela, on utilise maintenant, Dieu merci, quasiment tout le monde a des téléphones aujourd'hui. Avec l'aide des gens, on arrive à avoir des interviews à travers de façon téléphonique et autres. Je me rappelle que, par exemple, pour l'évaluation de la fragilité, de la facilité d'appui aux États en transition, j'ai eu peut-être une réunion de 2 à 3 heures avec le ministre somalien de l'économie pour discuter de l'instrument et ça s'est fait en ligne. D'accord? On a pu échanger de façon approfondie sur l'instrument et ce dernier dit, écoutez, cet instrument-là nous aide beaucoup et si lui-même il doit prendre son avion, venir à Abidjan pour défendre cet instrument-là, il est prêt à le faire. Bref, pour dire que les NTIC nous aident beaucoup en situation difficile et en tout cas cela nous aide à combler, à relever quelques défis méthodologiques sur le terrain. En plus de cela, nous avons aussi le fait que sur le terrain, généralement en situation de fragilité, les gens, les fonctionnaires les plus performants, comme rien ne marche, les gens essaient de voir s'ils peuvent trouver quelque chose d'autre ailleurs. Donc vous allez sur le terrain, ceux qui avaient la mémoire institutionnelle sur les projets ne sont plus là.
et c'est très difficile pour vous de collecter l'information, de rencontrer des personnes ressources pour pouvoir discuter. Donc ça vous amène à élargir la population de gens à rencontrer pour essayer de glaner à gauche à droite les différentes informations pertinentes vous permettant de rassembler un ensemble d'évidences assez robustes qui puissent être utiles pour votre évaluation. Voici un peu les défis méthodologiques qu'on a eu à faire face. Mais voilà, pour l'autre, l'évaluation de la facilité, nous l'avons fait à 100% à distance avec l'appui de consultants locaux parce que c'était juste après la COVID-19 avec le lockdown, donc l'interdiction de voyager et tout ça. Donc on est arrivé quand même à faire l'évaluation et à présenter les résultats au conseil d'administration qui, bien sûr, les a tous approuvés. Merci. Monsieur Clément, et j'invite l'audience déjà de préparer ces questions. Nous allons bientôt vous donner l'opportunité de pouvoir poser vos questions et bien sûr apporter des commentaires éventuels aux interventions de nos panélistes. Alors, maintenant, je vais voyager pour retrouver Madame Dey. Voilà. Nous avons bien compris que l'UNICEF conduit des évaluations de programme pays. Et nous avons aussi noté effectivement que l'UNICEF Côte d'Ivoire a finalisé tout récemment une évaluation du programme pays en 2024. Alors, selon vous, comment les enseignements et les leçons apprises tirées de cette évaluation institutionnelle ont pu être traduits pour ajuster la programmation adaptive programming et renforcer la durabilité des interventions Côte d'Ivoire? Merci. Avant de partager un peu les enseignements et comment ça nous a permis d'ajuster notre programmation, je voudrais partager un peu au sein de l'UNICEF globalement, mais particulièrement au niveau de l'UNICEF Côte d'Ivoire, comment la fonction évaluation nous permet, au-delà des cycles, au-delà des débuts de cycle, de vraiment nous projeter dans une dynamique de reprogrammation et d'adaptation continue. Aujourd'hui, pour le programme de coopération entre le gouvernement de Côte d'Ivoire et l'UNICEF, qui tire à sa fin, 2021-2025, c'était le cycle actuel, qui est totalement aligné au plan national de développement aussi 2021-2025. Au cours du cycle, on a eu à faire plusieurs évaluations des composantes de programme. Nous avons, dans le programme de coopération 2021-2025, une composante de programme santé, VIH, une composante nutrition, une composante protection de l'enfance, une composante éducation et développement des compétences. Nous avons même, pour la première fois, eu une composante développement et engagement des adolescents et des jeunes. Nous avons une composante politique sociale. Vraiment, toutes les composantes qui gravitent autour de l'agenda de l'UNICEF, mais en lien avec les priorités de développement du pays. Donc, nous avons eu l'opportunité au cours du cycle de faire plusieurs évaluations de ces composantes de programme. Maintenant, dans le cadre de la préparation du prochain cycle 2026-2030, nous sommes amenés à faire une évaluation du programme de coopération de façon globale. Mais il faut dire qu'on l'a fait autrement, on l'a fait d'une façon différente. En général, les évaluations des programmes de coopération couvrent tout. Et étant donné que nous avions déjà eu des évidences à travers les autres évaluations des composantes qu'on a fait, nous avons choisi de nous focaliser sur les domaines dans lesquels nous n'avions pas assez d'évidence et pour nous permettre de compléter et pour nous assurer aussi que l'évaluation allait apporter une valeur ajoutée et allait nous donner des évidences qu'on n'avait pas déjà.
Et pour rappel, nous étions concentrés sur tout ce qui était synergie intersectorielle et convergence géographique. Les questions d'approche communautaire, je pense que Soraya l'a mentionné. Les innovations, UNICEF Côte d'Ivoire développe beaucoup d'innovations, que ce soit des innovations technologiques ou programmatiques. Le développement et l'engagement des jeunes. La digitalisation. Nous avons voulu aussi voir les initiatives de digitalisation, qu'est-ce que ça a donné, qu'est-ce qui ne marche pas, mais aussi les partenariats. Donc, l'évaluation du programme pays s'est vraiment concentrée sur ça. Qu'est-ce que nous avons appris? Donc, quand on a fait l'évaluation, on a fait beaucoup de constats, mais principalement, nous avons appris que aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est dans une transition économique. Et cette transition économique va nécessiter pour l'UNICEF en Côte d'Ivoire d'avoir une nouvelle stratégie qui sera axée principalement sur l'appui aux réformes et aux politiques, mais également sur le renforcement des systèmes. Autant durant le cycle en cours, on faisait les deux, on faisait de l'appui institutionnel technique, on faisait aussi du service delivery, mais l'évaluation nous a montré qu'on doit mettre l'accent davantage sur l'appui technique et institutionnel, sur l'appui aux réformes et aux politiques. Donc nous allons davantage, dans le prochain cycle, travailler avec les institutions telles que le Parlement et le Sénat. Et on se réjouit d'avoir des représentants du Parlement et du Sénat aujourd'hui avec nous. La deuxième leçon que l'évaluation nous a apprise est que nous avons beaucoup d'initiatives porteuses qui donnent des résultats. Et ces initiatives, pour vraiment donner l'impact attendu, doivent être mises à l'échelle. Mais comment on le met à l'échelle? On nous dit que l'évaluation dit que pour le mettre à l'échelle, cela devrait reposer vraiment sur un ancrage institutionnel, mais aussi à partir de la mobilisation de ressources domestiques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça devrait être porté par l'État. Le travail qu'on a fait, c'est plutôt un travail de modélisation, mais que ça doit être ancré d'un point de vue institutionnel et que être aussi appuyé, pris en compte dans les programmes de développement. Le troisième, c'est intéressant parce que ça a été évoqué par les autres panélistes. L'évaluation nous dit que ça soit l'intégration des innovations, mais aussi les approches intersectorielles, c'est ce qui va vraiment favoriser un accès équitable à tout ce qui est services sociaux de base. Aujourd'hui, quand on prend le programme de l'éducation, nous avons fait beaucoup d'innovations, nous avons fait de la digitalisation. On a une initiative qui a d'ailleurs été développée durant Covid, Mon école à la maison, qui est une plateforme digitale qui permet aux élèves d'accéder aux cours en ligne et qui permet aussi aux enseignants de pouvoir suivre. Donc, ce sont ces leçons qu'on a apprises et à la fin, en concertation avec les différents partenaires, notamment les partenaires nationaux, les ministères sectoriels, la société civile, le Parlement et le Sénat, en tout cas toutes ces composantes des acteurs de développement ont été impliqués, ont été consultés sous le leadership du ministère de l'économie et du plan et du développement. Et ça aboutit à ce qu'on appelle un moment de réflexion stratégique qui a regroupé tous ces acteurs. Et nous avons quelques shifts programmatiques et stratégiques pour le prochain cycle sur la base des évidences qu'on a eues, qui est qu'on devrait avoir un positionnement stratégique renforcé à travers un plaidoyer, un dialogue politique fondé sur les évidences. Donc, nous allons, comme j'ai dit, nous allons davantage mettre l'accent sur ça durant le prochain cycle, alimenter le plaidoyer politique avec des évidences, produire des policy briefs, dialoguer et collaborer davantage de façon beaucoup plus rapprochée
avec les différents acteurs, y compris les institutions. Le deuxième shift qu'on va opérer durant le prochain cycle est qu'on fasse un appui technique accru, que ce soit au niveau central, mais aussi au niveau décentralisé. Autant on va continuer le dialogue, l'appui technique au niveau ministériel, au niveau des institutions, au niveau du ministère de l'économie, du plan et du développement. Mais au niveau décentralisé, on va aussi renforcer la collaboration avec les autorités administratives, les autorités décentralisées et déconcentrées. Le troisième shift, c'est la mise à l'échelle des initiatives porteuses. Aujourd'hui, le renforcement des systèmes est quelque chose qu'on faisait depuis plusieurs cycles, mais c'est quelque chose qui va être renforcé davantage parce que c'est le seul moyen pour pouvoir garantir la durabilité de ce qu'on fait. Parce qu'aujourd'hui, si on a une initiative qu'on pilote au niveau décentralisé, par exemple, et qu'en termes de dissémination, en termes d'expansion, nous n'avons pas l'adhésion des autorités, nous n'avons pas l'adhésion des communautés, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont portées par les communautés, la durabilité ne pourra pas se faire comme on le veut. Et l'avant-dernier shift qu'on va opérer, c'est vraiment d'étendre ou d'expandre la digitalisation. Mais aussi, comme on le sait aujourd'hui, on ne peut pas échapper au fait que l'intelligence artificielle est là. Il faut qu'on prenne les devants et qu'on puisse, en plus de la digitalisation, aussi faire de l'utilisation de l'intelligence artificielle des éléments qui pourront nous permettre d'avoir plus d'efficacité et plus d'efficience dans nos interventions. Et en dernier point, on a l'élargissement des partenariats stratégiques et surtout avec le secteur privé. Nous avons un secteur privé local fort au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est comment, dans ce contexte mondial où on a un changement de l'architecture du développement, je ne veux même pas parler des financements, mais l'architecture du monde du développement change. Comment est-ce qu'on peut mettre à profit le secteur privé local qui existe pour appuyer et accompagner le financement des programmes de développement qu'on met en œuvre et qu'on développe en partenariat avec le gouvernement, en particulier le ministère du Plan et du Développement. Donc voilà un peu ce que notre évaluation nous a permis de faire comme ajustement. Et c'est des ajustements qui sont en transition. Le programme démarre en 2026 et d'ici là, on se prépare pour faire cette transition et pour démarrer ce programme sur la base de ces shifts qui ont été identifiés. Merci. Ok, merci beaucoup, Madame Dey. Je pense que vous nous avez donné une avalanche de leçons très pertinentes les unes comme les autres et bien évidemment qui seront plus ou moins applicables dans le prochain cycle, comme vous l'avez mentionné, de programmation au niveau de la Côte d'Ivoire. Alors, je reviens maintenant au docteur Souraya. Si elle peut nous donner également ses enseignements sur un plan régional. Alors, comment ces enseignements et leçons tirées justement des évaluations institutionnelles peuvent être traduits pour ajuster les programmations et alimenter les dialogues politiques au niveau régional. Merci. Et vous avez 5 minutes. Bon, si vous le permettez. Alors, je vais m'appuyer sur ce qui a été dit un peu avant. Au niveau pays, c'est très, très important. Ça donne une idée donc, des enseignements déjà qui ressortent d'une évaluation donc, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, qui est un pays quand même en transition et qui ambitionne de devenir un upper middle income country. Donc, au niveau donc, de progresser encore au niveau donc, de classement économique. Alors, 3 types d'enseignements majeurs ressortent globalement. Tout d'abord, les évaluations nous amènent, sont des outils stratégiques qui nous permettent de disposer, d'apprendre d'abord, d'apprendre et de tirer des leçons
de la mise en œuvre des programmes de coopération. Donc, au niveau régional, la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre comprend 24 pays, donc de l'Ouest et du Centre. Donc, et puis, bien sûr, on a une typologie des pays différents. La typologie, elle est à la fois, nous avons des pays au niveau de développement avancé. Si on utilise les classements de la Banque mondiale, on a aussi des pays lower middle income et on a des middle income countries. Donc, on a deux grosses catégories. On a quasiment deux moitiés des pays. Donc, ces enseignements, donc, pour les pays qui, par exemple, aujourd'hui, Sierra Leone et Libéria, qui nous réunissent, par exemple, avec nos partenaires de IDEF, de la BAD, le plus important, c'est comment transcrire ces leçons apprises et c'est dans l'ajustement. Donc, comment transcrire pour ajuster la programmation, pour ajuster la planification, pour que ces enseignements qui ont été qui viennent de la mise en œuvre ne restent pas juste des enseignements qui restent dans le tiroir, donc dans les rapports d'évaluation. Hier, on en parlait, c'est vraiment la question de l'utilisation pour ajuster les politiques, pour ajuster les programmes. Et comme j'ai toujours tendance à le rappeler, nous ne travaillons pas seuls, nous travaillons dans les cadres des programmes de coopération. Donc, et nous travaillons au niveau régional avec les institutions régionales. Donc, comment ces enseignements peuvent-ils être utiles pour ajuster les instruments au niveau régional? Hier, on a beaucoup parlé avec les intervenants de l'UEMOA au niveau national. On a vraiment la chance d'avoir des honorables ici avec nous, etc. Donc, c'est vraiment comment renforcer une programmation basée sur les évidences. Et donc, ajuster pour que nous puissions aller plus vite, pour que les résultats projetés qui vont à un rythme pas accéléré, pas assez parfois long, puissent nous alimenter pour aller plus vite. Ça, donc, et ça, on travaille beaucoup. L'UNICEF dispose de ce qu'on appelle une stratégie Afrique, avec laquelle elle a développé avec l'Union africaine et qui touche les domaines d'avantages comparatifs. Donc, nous accompagnons donc l'Union africaine avec, bien sûr, sur les domaines clés de l'éducation, qui est importante, la question des enfants en dehors de l'école, la question des skilling, etc. Donc, les évaluations permettent donc d'identifier les approches qui marchent et qui devraient être accélérées donc, pour pouvoir atteindre la vision 2063. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est systématiser et institutionnaliser la programmation adaptative ou adaptive programming, c'est-à-dire comment renforcer la résilience des systèmes, à la fois pour le pays qu'on considère fragiles, mais aussi les pays qui sont au niveau de développement plus avancé. Aujourd'hui, on est dans un monde où les choses changent. On n'est pas à l'abri des pandémies, on n'est pas à l'abri des chocs environnementaux. Donc, c'est la question de la résilience dans chaque programmation, à tous les niveaux, y compris dans les programmes sociaux qui sont de l'avantage comparatif de l'UNICEF, nous puissions injecter, donc renforcer les systèmes de le design à tous les niveaux. Par exemple, pour le travail au niveau des interventions qui touchent, par exemple, la question de l'assainissement, comment faire en sorte, dans cet objectif de renforcer l'assainissement de base, faire en sorte que les installations puissent être aussi résilientes dès le début, y compris pour les communautés les plus vulnérables. Donc vraiment renforcer la résilience. Pour cela, renforcer le travail avec les communautés, le travail avec les institutions au niveau local, les autorités locales, mais bien sûr dans une logique systémique. Donc bien sûr, il y a au niveau national, mais aussi au niveau délocalisé. Parce que c'est à ce niveau-là que ça se passe, en fait. La question de l'équité et de l'inclusion, c'est au niveau le plus bas aussi. Donc c'est très important. Donc c'est vraiment la logique holistique et le travail de renforcement des capacités, y compris au niveau des autorités locales. Parce que c'est là-bas que ça se passe. C'est au niveau le plus bas. Et c'est très important parce que les communautés, comme je disais, les autorités locales, en étroite collaboration dans le cadre des priorités nationales. Donc ça, c'est un point. Et troisième enseignement majeur, comme je l'ai dit toujours au tout début, on ne travaille pas seul. Nous ne pouvons pas travailler seul. Nous travaillons en étroite collaboration, en coopération, et à tous les niveaux. Et c'est pour ça, donc, partenariat avec, bien sûr, avec les autorités nationales, partenariat avec les partenaires de développement, partenariat avec le secteur privé, parce que c'est un tout. La question du développement n'est pas l'affaire d'une institution.
Donc, et ça ressort des évaluations. C'est la logique de renforcement des collaborations, y compris au sein des systèmes des Nations Unies, c'est aussi une logique d'efficience. On ne peut pas nous permettre d'agir dans le même domaine. Donc, on doit éviter comment on appelle les overlaps, la duplication. Donc, on doit travailler ensemble. Par exemple, je suis très heureuse dans le cadre, par exemple, de ce travail avec la IDEF. Il y a 2 pays dans lesquels nous travaillons, nous appuyons. Il y a des leçons apprises qui sont récurrentes, qui reviennent. Par exemple, le renforcement des systèmes, la faiblesse parfois des institutions, dont mon collègue parlait. Et nous accompagnons ce renforcement des capacités. Mais comment travailler mieux ensemble pour que peut-être dans l'opérationnalisation de nos CPD ou le CSP, nous puissions travailler d'une manière coordonnée. Voilà un peu les enseignements au niveau plus global. Ok, merci, Dr Souraya. Alors, Monsieur Clément, vous nous avez brièvement expliqué les différentes méthodologies qui ont été utilisées dans le cadre des différentes évaluations que vous avez menées. Du coup, on aimerait savoir, au-delà de ces différentes méthodologies, quels sont les principaux enseignements tirés qui pourraient justement pouvoir aider à améliorer la coordination au niveau des interventions de la banque dans les pays. Merci. Ok, merci. Alors, comme vous l'avez si bien dit, il s'agit de 4 évaluations. Je crois que je vais juste vous présenter 1 ou 2 leçons, parce que toutes nos évaluations sont assorties d'un nombre limité de leçons et de recommandations. Alors, depuis hier, lors des trucs, on a parlé de l'utilisation des résultats des évaluations, comment s'assurer que la connaissance qui a été générée va être utilisée. Peut-être avant de vous répondre, juste donner un aperçu du mécanisme, comment la BAD gère ce genre d'aspect-là. Ça veut dire que quand on finit nos évaluations, nous les partageons avec la direction de la banque. Et ils sont tenus de faire une réponse. À chaque recommandation, une leçon, comment est-ce qu'ils vont prendre ça en compte concrètement, avec un calendrier. Voilà, donc on appelle ça la réponse de la direction, le management response. Et il faut dire que c'est un travail d'équipe et ils nous envoient ça pour commentaires. Bon, ils ne sont pas tenus, mais ils l'envoient. Nous, on commente. Quand on estime que cette réponse ne répond pas vraiment sérieusement à la préoccupation qui a été soulevée par l'évaluation, on fait nos commentaires et ils essaient d'ajuster. D'accord? Et on a un système informatisé où on fait rentrer toutes ces informations. Donc, désormais, c'est un engagement pour la banque de mettre en œuvre ces recommandations et ces leçons, avec un calendrier bien précis que nous suivons. Chaque année, on fait le point, on génère la situation au niveau d'exécution. Quand il y a des écarts importants, on les envoie et ils nous justifient pourquoi ils n'ont pas pu exécuter cela. Et voilà, ils redonnent un nouveau calendrier et nous partageons cela avec le conseil d'administration. Donc ça fait que tout ce qui est leçons, recommandations, en tout cas pour ce qui est de la BAD en interne, c'est en tout cas, il y a toujours une suite qui est réservée à ça. Mais nos évaluations ne sont pas seulement destinées à nous-mêmes, mais c'est destiné également aux pays membres régionaux. Donc, de ce côté-là, ce que nous faisons également, c'est de partager à chaque fois les résultats de nos évaluations avec les pays membres régionaux pour qu'eux, à leur niveau, ils essaient aussi de voir comment est-ce que, pour ce qui les concerne, parce que quand on fait une recommandation, on dit clairement à qui c'est adressé. Donc, si c'est aux pays qui ont fait l'objet de l'évaluation, qu'ils puissent au niveau national les intégrer, les prendre en compte pour essayer d'améliorer l'efficacité de leur politique publique. Bien, donc pour revenir aux leçons, je vais juste me focaliser sur, par exemple, l'évaluation de la réponse de la banque à Covid-19. À la Covid-19,
Comme on disait tantôt, la BAD a mis en place une facilité de 10 milliards de dollars pour appuyer les pays membres régionaux. Alors, donc, comme c'est une situation d'urgence, elle a simplifié ses procédures de préparation de projets et de décaissement pour pouvoir répondre rapidement à l'urgence. Alors, après l'évaluation, on a constaté que c'était une bonne approche. Malheureusement, l'approche a été statique. Il faut dire que la BAD ne s'est pas donné les moyens pour ajuster l'instrument en fonction de l'évolution de la crise de la pandémie de Covid-19. Donc, ça a été juste le point de faiblesse. Et comme leçon, on se dit que quand une crise ou une pandémie survient comme ça, on ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Quand on met en place un instrument, il faut mettre un mécanisme qui permet de l'ajuster pour mieux répondre à l'évolution potentielle de la pandémie. Ça, c'est une première leçon. Deuxièmement, ce qu'on a constaté à travers nos études de KPI est que, alors, vous imaginez, pendant la pandémie de Covid-19, on a tous les partenaires qui sont là, prêts pour financer, contribuer, aider les pays à faire face aux effets sanitaires, économiques et sociaux de la pandémie. Donc, il y a beaucoup de ressources qui viennent. Et nous avons vu que malgré la volonté des partenaires de mettre en place des ressources, ça a bien marché dans les pays où les autorités nationales avaient un fort leadership. Là où les gens recevaient de partout les orientations deux fois contradictoires des partenaires, les choses n'ont pas bien marché. Donc, c'est pour dire que oui, on a besoin d'une meilleure coordination, mais au-delà de tout cela, il faut qu'au niveau national, il y ait un leadership solide. Des gens qui vous disent voilà où on veut aller, si vous voulez nous accompagner, c'est dans ce sens-là. Et c'est clair pour tout le monde, si ça convient des partenaires, ils vous accompagnent, sinon, ils vont continuer leur chemin. Mais l'intérêt, c'est que vous restez leader de vos actions et tous les partenaires, comme le nom indique, ces partenaires, c'est pour vous accompagner. Voilà. Et un dernier enseignement que nous avons tiré par rapport à la pandémie, c'est que, avant toute chose, il faut voir l'intérêt des pays. Par exemple, pour la Covid-19, la BAD, ce n'est pas l'OMS d'abord. Donc, on n'a pas l'expertise pointue au niveau sanitaire. Ça peut dire quand c'est comme ça, et si nous voulons vraiment l'intérêt des pays, il ne faut pas qu'on hésite à mettre les ressources dont on dispose à ceux qui ont cet avantage comparatif-là. Par exemple, c'est ce que la BAD a fait, mettre des ressources à la disposition de l'OMS pour soutenir plusieurs pays en Afrique. Parce que la finalité, c'est ça, c'est les résultats sur le terrain. L'OMS est plus utile pour nous sur les questions sanitaires. Laissons l'OMS faire et nous rendre compte après. D'accord? C'est vrai que plusieurs de nos évaluations ont montré que il y a tellement de lourdeur administrative dans ces genres de situations, mais ça a beaucoup évolué avec le temps. Aujourd'hui, on arrive à travailler ensemble et voilà, mettre des ressources à la disposition des agences des Nations Unies qui sont plus qualifiées dans certains domaines. Pourquoi pas demain, pour ce qui est de l'UNICEF, des questions liées à l'enfance. D'accord? On ne dira pas que la BAD n'a pas l'expertise à ce niveau, mais s'il y a, je ne le souhaite pas, un problème spécifique lié aux enfants que la BAD souhaiterait soutenir, pourquoi ne pas passer par l'OMS? Voilà un peu trois principales leçons que je tiens à partager pour dire que toute évaluation, la finalité, c'est l'apprentissage. On apprend donc les leçons et évidemment, on fait des recommandations, mais cela, on va y revenir après. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Clément. Une dernière question avant de passer la parole à l'auditoire.
pour une série de questions-réponses. Alors, j'invite Monsieur Boubacar Ly et Dr Soraya de nous dire en quelques mots, et bien sûr dans la limite du temps imparti, selon vous, comment les évaluations menées justement par IDF et UNICEF, bien que différentes dans leur approche et leur portée, se complètent-elles pour offrir une compréhension plus globale des défis liés au développement durable dans des contextes fragiles comme la Sierra Leone, le Libéria, la Côte d'Ivoire et éventuellement d'autres pays de la sous-région Afrique de l'Ouest et Afrique centrale? Merci. Je pense que tout a déjà été dit. Cette question a un peu été abordée par Dr Soraya et M. Bansé. Je pense que on apprend toujours l'un de l'autre. Et là, on vient de faire des évaluations dans les mêmes pays, avec bien sûr des approches différentes, dans des secteurs différents. Mais l'un des enseignements clés sur la fragilité et les situations de fragilité des pays en transition, c'est l'importance de la compréhension du contexte et l'approche holistique pour répondre aux défis qui sont multiples dans ces pays. C'est vrai que la BAD opère dans certains secteurs, mais elle a besoin d'une certaine compréhension de la réalité sur le terrain que l'UNICEF peut-être a et qu'elle n'a pas, et vice-versa. Hier, il y a une panéliste qui donnait un exemple très intéressant. Je pense que elle est de la société civile, Madame Koné, si je ne m'abuse, qui expliquait que lors d'un projet, ils ont dû inclure des jeunes. Et ces jeunes filles qu'ils ont inclus dans leur projet, dès la conception, leur avaient permis de mieux comprendre, de mieux cibler les bénéficiaires du projet pour avoir plus d'impact. Je pense que l'inclusivité ne s'arrête pas juste au niveau des bénéficiaires. Il faut aussi, nous, en tant que partenaires au développement, que l'on travaille ensemble, qu'on apprenne des évaluations que nous produisons pour mieux répondre aux besoins des États membres et clients de nos institutions. Et dans ce cadre-là, je pense que la coordination que Dr Soraya avait mentionnée est très très importante pour éviter le double emploi des ressources dans des secteurs où l'un opère déjà, ou encore ce que mon collègue Clément vient de mentionner aussi, pour éviter de partir dans des secteurs où on n'a pas l'expertise, mais où il y a des besoins. On peut travailler ensemble, créer des synergies, où on peut mieux comprendre que, ok, l'UNICEF est outillé pour mieux opérer là-bas, mais nous, on a des enseignements qui pourraient aider l'UNICEF et voir comment on pourrait mettre des ressources à la disposition de l'UNICEF pour qu'il y ait plus d'impact et que ces interventions soient plus efficaces dans la mise en œuvre, par exemple. Donc, je pense que on a ce besoin d'apprendre ensemble, et je pense que ce type d'interaction nous permet effectivement de mieux échanger, apprendre les uns des autres pour pouvoir proposer des approches plus holistiques dans ces situations de fragilité. Merci, je m'arrêterai là. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Moi, je pense que, comme mon collègue l'a dit, tout a été déjà dit. Pour ma part, je veux juste souligner l'importance d'investir dans, et ça ressort d'une manière assez récurrente, dans les capacités locales.
local, comme on a l'habitude de dire, si on regarde le moyenne nationale, on a l'impression de progresser. Mais si on regarde le niveau, si on regarde une analyse beaucoup plus désagrégée, on verra bien qu'il y a des disparités. Donc les disparités, c'est vraiment le niveau local, le travail avec les autorités donc, de pays, mais aussi l'investissement au niveau local. C'est là où les différences se font. En tout cas, d'un point de vue enfance, jeunesse et adolescence, c'est vraiment au niveau le plus bas que ça se passe. Donc le renforcement des capacités, et comme disait ma collègue Ndeye, c'est que dès le début dans la programmation, c'est l'ensemble de l'UNICEF donc, travaille avec l'ensemble des partenaires pour essayer de déterminer le focus des programmes quinquennaux et de plus en plus dans une stratégie donc, de shift où on change progressivement le modus operandi. Il est important de pouvoir savoir que finalement notre appui se situera davantage, par exemple sur le renforcement des systèmes, le renforcement institutionnel en coordination. Je le répéterai assez et pas assez. On ne peut rien faire seul parce que c'est impossible. Les défis sont là. Et puis surtout l'engagement également des travailleurs et l'ensemble des parties prenantes au niveau local. Voilà. Parce que ça renforce la qualité, mais c'est aussi, ça nous permet de gagner du temps et d'imaginer les solutions et de pouvoir amplifier les solutions locales. Parce que c'est au niveau le plus bas que les gens ils savent ce qu'il faut, ce qui marche dans tous les domaines d'ailleurs. Merci. Je pense que nous avons cerné le cadre. Nous avons discuté à la base déjà de mieux comprendre comment la BAD et l'UNICEF conduisent leur évaluation, essayer de voir les points de corrélation entre les portées, leurs zones d'intervention. Nous avons apprécié aussi les méthodologies qui sont utilisées au niveau de la BAD pour des interventions dans des environnements en situation de fragilité, les défis qui ont été rencontrés à travers les différentes évaluations de programmation institutionnelle, que ce soit au Sierra Leone, au Libéria, en Côte d'Ivoire, et bien sûr quelques enseignements tirés pour permettre de mieux traduire et ajuster les programmations et les coordinations futures dans ce domaine de l'évaluation. Alors, je me tourne maintenant au niveau de l'auditoire. Si vous avez des questions, c'est le moment de pouvoir le dire. Nous allons commencer par une première série de 3 à 4 questions. Très heureux d'entendre la dame, excusez-moi, les noms, je n'ai pas retenu, Soaliane, je dois dire que les interventions sont beaucoup plus intéressantes au niveau le plus bas. C'est-à-dire que si j'entends le niveau le plus bas, ça veut dire au niveau des collectivités décentralisées. Alors ça, c'est une très bonne initiative, mais sur le terrain, ça laisse à désirer. Parce qu'il faut savoir que le Sénat, nous avons la spécificité au niveau du Parlement de s'occuper des collectivités territoriales. C'est notre spécificité par rapport à l'Assemblée nationale. Ça veut dire que nous votons la loi, nous contrôlons l'action du gouvernement, mais en plus, nous avons pour prérogative les collectivités territoriales. Et c'est à ce titre d'ailleurs que nous avons fait une évaluation du transfert de compétences au niveau des collectivités territoriales. Et je l'ai plus ou moins abordé hier. Il se trouve que ces collectivités dont vous parlez au plus bas, ils ont un problème de financement. Un problème de financement et c'est très délicat parce que les financements qui doivent être alloués sont toujours détenus par les ministères techniques. Et ça fait qu'ils sont en manque de moyens pour véritablement fonctionner parce qu'eux, ils sont vraiment au quotidien des problèmes du quotidien. Et c'est pour ça que je suis heureux de vous l'entendre dire. Et ça pose problème parce que, pour revenir un peu à l'intervention du représentant de la BAD, nous avons essayé il y a une directive de l'UOMA qui dit que le budget qui doit être alloué aux collectivités territoriales doit être de 20% du budget national. Il se trouve que nous avons constaté que le budget alloué actuellement, c'est moins de 2%. Moins de 2%. Et ça pose un énorme problème. Donc, quand nous avons rencontré le budget, nous avons dit, bon, mais il faut qu'on puisse monter à 5% au moins. Et ils nous ont dit qu'ils sont à 5%.
Et nous avons demandé, mais ce n'est pas possible. Tout le monde dit 2%, vous dites que vous êtes à 5%. Et quel est le calcul qu'ils nous ont sorti? C'est pour ça que je reviens à monsieur. Ils disent, ils sont à 5%, ce n'est pas 2%. Parce que quand ils reçoivent, ils font un budget général, il y a les aides des partenaires financiers qui sont dedans. Alors que quand ils doivent allouer des ressources aux collectivités territoriales, ils enlèvent, comment on appelle ça, l'appui extérieur, et c'est seulement l'appui local qu'on donne. Et ce qui est totalement insuffisant. Alors donc c'est pour ça que je dirais que vraiment il faut que vous qui êtes les bailleurs, que vous regardez ça de près, pour que si vraiment vous voulez intervenir au niveau local, il faut que vous trouviez un mécanisme pour que l'accès soit direct au niveau de ces collectivités. Parce que tant que ça va arriver au niveau central, il y a toujours un problème de suivi. Et nous avons fait des recommandations après notre évaluation. Nous avons vraiment constaté que l'appui est insuffisant alors que tout le problème se trouve là. Nous avons fait des recommandations. Et dans ces recommandations, alors si vraiment vous estimez qu'il faut appuyer au niveau plus bas, vraiment, aidez-nous à faire réaliser nos recommandations qui sont sur la table de l'exécutif. Vous pouvez nous approcher, on pourra vous dire quelles sont nos recommandations et comment on peut coopérer. Merci beaucoup. Monsieur le modérateur, je suis Cédric Ngota et je suis en charge à la Haute Autorité pour la bonne gouvernance des questions liées à l'évaluation. Alors j'aimerais faire une contribution et une question. La contribution, c'est clair que vous avez fait beaucoup d'évaluations, vous avez partagé beaucoup d'expériences, mais des fois, dès que les résultats de l'évaluation sortent, ça peut éventuellement suggérer d'autres évaluations ou d'autres études. Hier, par exemple, le directeur général du plan, je pense, avait partagé l'information selon laquelle il y avait 3 millions d'enfants qui sortaient du système éducatif ivoirien. Ce n'est pas un chiffre nouveau et je pense que la première fois, c'est l'UNICEF même qui est monté au créneau et qui a partagé ces informations-là au ministre de l'Éducation nationale, qui était tellement choqué à l'époque et qui a dit que ce n'était pas vrai. Parce que justement, quand on est allé sur la question de l'émergence, il y avait des indicateurs, notamment le nombre d'années qu'il fallait faire à l'école et tout ça. Et nous, par exemple, ici, on a estimé qu'il n'y avait plus d'entrée en 6e. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire savent. Ça veut dire qu'il n'y a plus de concours. Donc, l'enfant, en fait, quitte le CM2 et il part directement en 6e pour éviter justement qu'on fasse moins de 8 ans à l'école. Mais il y a un autre rapport, je crois, de l'ambassade des États-Unis, donc USAID, on va dire, qui a mentionné plutôt ce qu'on appelle les migrations, donc human trafficking. Donc des fois, c'est vrai que le chiffre c'est 3 millions, mais ça peut ne pas être le fait du ministère de l'Éducation nationale ou des entités en place, mais ça peut être peut-être le fait des migrations, donc des personnes ou des enfants qui arrivent, ou des jeunes qui arrivent en Côte d'Ivoire et qui ne sont pas forcément pris en compte au départ par l'intervention gouvernementale. Donc ce que je veux simplement dire, c'est que au-delà donc des résultats, il faudra aussi en plus, donc peut-être que l'évaluation suggère un écart, mais en plus de cela, il faudrait aussi, dès que l'évaluation est sortie, chercher à comprendre en fait pourquoi on a ce résultat-là, de sorte que justement l'intervention soit beaucoup plus affinée ensuite. La contribution, enfin la question maintenant est plutôt liée, le terme est ressorti assez souvent, la question des compétences locales. Et je vais carrément dans la digitalisation qui est liée au thème. Vous avez mentionné l'apport de ces technologies-là dans vos évaluations. Et dans le contexte de renforcement des capacités, quels sont les outils justement que vous mettez à disposition, les outils technologiques que vous utilisez peut-être vous-même, mais que vous mettez aussi à disposition des évaluateurs locaux au niveau des ministères, au niveau des entités. Ça peut être basique. Nous, par exemple, on a le eGov, la plateforme eGov, avec Microsoft for Business, mais ça peut être, par exemple, la mise à disposition de licences Zoom, par exemple. Avec UNICEF, on a le numéro court, le 1366, qui est utilisé par UNICEF, mais ça peut être aussi que ce numéro court-là est mis à disposition pour pouvoir faire des évaluations locales dans le contexte de coopération. Et c'est pour ça que hier, je disais aux représentants résidents que c'était important, nous, en tant que HABG, on mène des évaluations en matière de corruption, qui est aussi un phénomène qui est très, 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 très important. Et ce serait important, justement, d'utiliser ce type de plateforme-là pour pouvoir aussi avoir non seulement des évaluations qui sont orientées vers vos objectifs, mais qui nous permettraient aussi de pouvoir toucher des personnes auxquelles on n'a pas forcément accès. Mener une enquête, ça coûte beaucoup d'argent. Et si on a des plateformes qu'on peut utiliser pour économiser des ressources,
ce serait vraiment la bienvenue. Donc j'aimerais bien savoir comment est-ce que on pourrait avoir donc à disposition ce type d'outils-là qui nous faciliterait le travail. Je vous remercie. Je suis du Sénégal, je suis le président du réseau Évaluation et Développement. Donc, moi, j'ai une contribution et une question. Je vais commencer par la question. Pour IDEV et aussi UNICEF, vous avez partagé les leçons tirées. Est-ce que vous pouvez partager aussi des leçons par rapport à vos évaluations sur l'inclusion du handicap? Est-ce qu'il y a déjà des rapports que vous avez déjà faits sur l'inclusion du handicap? Si et non, est-ce que vous avez contribué ou appuyé les gouvernements de l'Afrique de l'Ouest et du Centre à élaborer ou à produire des rapports sur l'inclusion du handicap et on peut partager les résultats obtenus? Parce qu'il n'y a pas assez de données sur l'inclusion du handicap pour pouvoir évaluer et pouvoir prendre en charge ces groupes cibles. Maintenant, pour la contribution, vous avez parlé des ressources endogènes. Quelle est votre contribution pour appuyer les collectivités territoriales à pouvoir collecter les ressources endogènes? Le dire comme ça, c'est facile, mais sur le terrain, c'est un peu difficile. Est-ce qu'il y a déjà une base de données qui a déjà été proposée ou validée pour que les collectivités puissent, à chaque fois qu'ils ont besoin de ces ressources, qu'ils vont aller voir sur cette base de données pour savoir s'ils ont un projet X, par exemple sur l'inclusion du handicap, telle structure ou telle entreprise est disposée à déjà les fonds disponibles pour pouvoir accompagner l'élaboration de nos rapports sur telle X, Y question. Donc, je parle des ressources endogènes, mais aussi de la contribution des personnes, des particuliers qui sont aussi disposés aussi à pouvoir contribuer, voilà, que ce soit directement ou indirectement, sur les rapports liés à l'inclusion du handicap. Je vous remercie. Au profit de l'Occident. Et de plus en plus, on parle en Côte d'Ivoire de l'immigration des jeunes qui fuient. À un moment donné, c'était la fuite des cerveaux. Maintenant, c'est la fuite de la force de travail. Et pour pouvoir retenir ces jeunes, il faut mettre en contribution leur force de travail. Donc, je voudrais savoir quelle est la mobilisation des données probantes dans ce contexte-là pour nous permettre d'assurer l'industrialisation de l'Afrique. Voilà. Le plus concis possible pour que nous puissions demeurer dans le temps. Alors, nous avons eu une contribution et nous avons une première question qui demandait aux partenaires de pouvoir trouver un mécanisme pour que l'accès au financement soit plus direct et qu'il ne passe plus par la centrale. Donc, est-ce qu'il y a une intervention, un panéliste souhaiterait intervenir dans ce sens? Voilà, Madame Dey, merci. Ouais. Je pense qu'elle a toute sa pertinence, surtout dans le contexte actuel. Et comme je le disais dans mon intervention antérieure, dans les shifts qu'on veut opérer durant le prochain programme pays, c'est de pouvoir faire de l'appui technique et institutionnel aussi bien au niveau central qu'au niveau décentralisé. Je pense que cela mériterait un travail de collaboration avec les institutions telles que le Sénat et le Parlement dans ce sens. Et je parle du contexte de la Côte d'Ivoire, que je connais le mieux. Peut-être mes collègues vont parler des autres contextes. Dans le contexte de la Côte d'Ivoire, un des défis auxquels nous sommes confrontés est le fait que la centralisation ne nous permet pas aujourd'hui de travailler directement avec les collectivités décentralisées, surtout en ce qui concerne le transfert des ressources. Nous faisons beaucoup d'interventions au niveau décentralisé, mais les ressources passent toujours au niveau central quand il s'agit des ministères sectoriels avant de descendre au niveau décentralisé. Donc, nous sommes tout à fait sensibles à cette préoccupation que nous vivons et qui a un certain nombre d'implications, surtout dans la lenteur que cela produit dans les interventions, parce que vous comprenez qu'un décaissement qui passe au niveau central avant d'arriver au niveau décentralisé, là où l'intervention se fait ou se passe,
a un impact sur l'efficacité, sur l'efficience. Mais le contexte fait que, en tant que partenaire, nous nous alignons au dispositif actuel qui existe. Donc, c'est vraiment l'opportunité de pouvoir renforcer ce plaidoyer avec vous, étant donné que vous avez aussi les éléments de votre évaluation. Donc, nous sommes disposés à accompagner ce travail de plaidoyer. Merci. Dans la coopération entre les institutions et les pays, c'est une question de... Par exemple, pour la BAD, nous avons un cadre référentiel, d'accord? Quand on met en place avec le pays, à travers ce cadre, on convient pour les 5 ans à venir dans quel domaine on va travailler ensemble. La BAD dit, OK, nous, voilà, en termes de ressources, ce qu'on met à votre disposition pour les 3-5 ans à venir. Où est-ce que vous voulez qu'on oriente ces ressources-là? Et on s'entend là-dessus, on met ça sur papier, et c'est ça le cadre référentiel. C'est pour dire quoi? C'est pour dire en fait que tout vient de la volonté politique. Si au niveau politique, les premiers responsables veulent que ça avance, ça devrait avancer. Mais ça ne va pas vous dispenser des résistances. Vous savez très bien que en matière de prérogatives, allouer une certaine partie des ressources, c'est perdre un peu en prérogatives. Les gens aiment gérer autour de... Bon, on est comme ça, voilà. Donc, c'est pour dire que tant qu'il n'y a pas une forte volonté politique pour faire avancer les choses dans ce sens, ça va être difficile. Mais à contrario, souvent, pour vous gérer des ressources aussi, j'en ai vu des exemples, des ressources qu'on a mis à la disposition des collectivités qui ont été très mal utilisées. En dehors des cadres qui étaient prévus, en dehors des procédures en matière de dépenses des finances publiques. Ça veut dire quoi? Il faut bien sûr aller crescendo, mais avant, il faut s'assurer qu'au niveau local, les gens ont la capacité de gérer des ressources publiques. Hein? Les gens ont un mécanisme de redevabilité où on peut régulièrement suivre la gestion et s'il y a des déviations, sanctionner s'il faut. Voilà. Donc, la balle est dans les deux camps. Dans les deux camps. Et tout cela dépend vraiment de la dynamique, de l'énergie que les premiers décideurs donnent un peu à ce schéma-là. C'est ce que je voulais apporter comme contribution. Je ne sais pas, j'ai quelques petites réponses. Question très intéressante de monsieur, c'est la dernière de monsieur Keita sur l'industrialisation. C'est vrai que ça sort un peu en dehors de notre échange, mais c'est une question. Hein? Comment on peut impulser la croissance et le développement sans industrialisation? Oui. En fait, c'est une question vraiment que j'adore beaucoup, très intéressante, parce que soulève des questions. Voilà, je prends l'exemple de la CEDEAO. Ok, on se bat depuis pour, en tout cas, augmenter les échanges entre les pays, mais depuis ça marche pas. Et je vous dis, même demain, si on décide que on rase tout ce qu'il y a comme poste de douane entre nos pays là, ça ne va pas changer significativement. Pourquoi? Parce que simplement, on n'est pas industrialisé. D'accord? Parce que c'est que la Côte d'Ivoire veut comme produit manufacturé, elle ne peut pas trouver ça dans la sous-région. Et vice-versa. Donc, on exporte nos matières premières et voilà. Tout le monde, on dispose des mêmes matières premières, donc difficile d'échanger. Ce que l'autre produit, ça ne m'intéresse pas, mais
ce que je veux vraiment, je ne peux pas trouver ça dans la sous-région. C'est aussi simple que ça. Donc, en termes de trafic, d'échange entre les pays, ben, tant que le niveau d'industrialisation ne va pas s'améliorer de façon significative, ces statistiques-là vont rester toujours comme ça. Mais qu'est-ce qui freine ça? Voilà. Parce que quand on regarde voilà, au niveau économique, on nous a toujours enseigné, donné comme exemple la Corée et tout ça, où on comparait la Corée à la Côte d'Ivoire en 1970 et où se trouve la Corée aujourd'hui. Pourquoi ces gens sont à ce niveau et nous, on est toujours là? Il faut se poser des questions. D'accord? Mais il y a des contraintes objectives qui sont là. Par exemple, l'accès au financement. D'accord? Il faut reconnaître que pour s'industrialiser, il faut avoir accès au financement. Et des financements vraiment d'un certain niveau. Hein? Et quand on prend au niveau actuel, mais vous allez à la banque aujourd'hui, vous voulez 10 milliards pour implanter un projet, une industrie quelque part, mais vous risquez de faire 10 ans sans avoir ces ressources. Et même si on vous les donne, avec un taux d'intérêt de 8-10%, mais vous voyez un peu, regardons un peu ce qui se passe ailleurs. Vous allez en Occident, on va vous donner, oui, même 2 fois des taux d'intérêt négatifs. Si ce n'est pas 1, c'est 2%, ça te permet d'investir et d'avoir un retour sur investissement conséquent. Donc, on a ces contraintes de financement-là. C'est vraiment lié, c'est des questions structurelles qui sont liées à la monnaie et pas mal d'autres trucs. On ne va pas rentrer dans ces détails. Au-delà de ça, et ce n'est pas négligeable, c'est la main-d'œuvre qualifiée. D'accord? Pour s'industrialiser, il faut des experts à tous les niveaux. Est-ce que nos universités produisent ces experts-là qui nous permettent vraiment de les utiliser dans nos industries? Ce n'est souvent pas de l'expertise du haut niveau. Hein. Il faut dire que, par exemple, la question du chômage, pour pouvoir absorber la jeunesse dynamique de nos pays, il faut développer l'industrie, c'est-à-dire au milieu. D'accord? Les services demandent un niveau généralement de qualification encore plus élevé. Mais au niveau industriel, on peut, le fait des gens qui ont des CAP, BPC, on peut absorber tout ce monde-là. Hein? Niveau de qualification assez moyen, l'industrie peut absorber tout ce beau monde-là. Et ça permet de résorber véritablement le chômage dans le pays. Donc c'est ça la contrainte. Et une autre contrainte, et ça a toujours un rapport avec les moyens, c'est la qualité de nos infrastructures. Il y a des industries qui ne tolèrent pas les baisses de tension de courant, d'accord? Quand ça baisse, ça monte, les coupures, tout ça, ça ne marche pas. Avec ce genre de trucs, c'est-à-dire tant qu'on ne va pas arriver à stabiliser véritablement nos trucs, notre truc d'électricité, c'est difficile pour ces gens de venir investir dans votre pays. Ben, je ne vais pas être long à ce niveau, et en plus de cela, il y a bien sûr les infrastructures. Quand je produis mes produits et quand je rends disponibles mes produits manufacturés, comment je les écoule? Est-ce qu'il y a les routes, il y a les chemins de fer, etc. etc. Bref, je parle globalement les infrastructures qui doivent accompagner cela. Donc, il y a pas mal de contraintes. Et je crois qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, j'ai lu les documents, j'ai évalué la stratégie pays de la BAD il y a peut-être combien d'années? Ouais, sur 10 ans, mais ça date déjà de plus de 5 ans. Donc, on a regardé tous ces aspects-là. Et j'avoue qu'on a évalué certains pays, on a vu les capacités qu'on a ici, on ne les a pas ailleurs. Les diagnostics, les gens savent où se trouvent les contraintes pour faire vraiment décoller ce pays. C'est ça qui est encourageant. On espère vraiment que la dynamique actuelle qui est en cours va continuer et que voilà, toutes ces contraintes vont être levées
pendant les années à venir pour pouvoir répondre vraiment à une jeunesse qui est pleine d'énergie et qui a besoin vraiment de s'insérer au travail. De l'industrialisation, comme c'est un domaine qui nous touche un peu plus, on n'a pas de données probantes pour répondre à la question sur les aspects d'industrialisation parce qu'on n'a pas encore fait d'évaluation claire sur cette thématique bien précise. Par contre, j'ai eu l'occasion de travailler sur plusieurs évaluations et projets du secteur privé, développement du secteur privé à la BAD. Je peux peut-être partager avec vous un peu ce que j'ai pu comprendre ici et là. Mais d'abord, j'aimerais revenir un peu sur les 5 priorités de la BAD que le président sortant avait présenté il y a une dizaine d'années. Nourrir l'Afrique, électrifier l'Afrique, intégrer l'Afrique, industrialiser l'Afrique et améliorer la qualité de vie des Africains. C'est une logique bien claire. L'industrialisation est une autre étape du développement et ce qui vient avant sont des préconditions à l'industrialisation. Et quand on regarde aussi ce qui vient après l'industrialisation, l'amélioration de la qualité de vie des Africains, c'est créer des emplois pour nos jeunes pour qu'ils évitent d'aller, excusez-moi du terme, c'est du suicide, dans ces mers dangereuses pour aller vers d'autres continents. Donc, je pense qu'il y a une logique, il y a une réponse qui est apportée déjà, en tout cas. Maintenant, quels sont les défis auxquels nous faisons face dans l'industrialisation? Et je pense que Clément en a mentionné certains. Il faut regarder les défis en ce qu'on appelle upstream et downstream. Upstream, c'est tout l'environnement du climat des affaires. Est-ce qu'il y a des politiques en place pour favoriser le développement du climat des affaires dans un pays? Et est-ce que ces politiques ont un réel impact? Parce que des fois, c'est bien d'avoir des politiques, mais si elles n'ont pas d'impact, il y a un problème. On a eu à faire l'évaluation des partenariats publics-privés. On a vu que beaucoup de pays se sont empressés pour développer des lois de PPP au cours des 20 dernières années. Mais il n'y a pas eu de projet PPP dans certains pays. Et on a vu d'autres pays qui n'ont pas de loi PPP, qui n'ont pas de cadre de PPP, qui ont fait des PPP, mais vraiment extraordinaires. Ça, c'est des évidences d'évaluation qui sont disponibles. Donc, avoir une loi ne veut pas dire que, ou un cadre réglementaire ne veut pas dire qu'on aura de l'impact. Qu'est-ce qu'on met en place pour assurer qu'il y ait un impact après avoir mis en place tout ce cadre réglementaire? Je pense que ça demande une volonté politique très forte. Maintenant, il y a tout ce qu'il y a comme downstream. Downstream, c'est au niveau de projets structurants d'industrialisation dans un pays. Et Clément a parlé des défis au niveau des financements, au niveau de la qualité des ressources pour assurer des opérations durables, la qualité des infrastructures dans nos pays. On le sait que sur le plan énergétique, la Côte d'Ivoire est mieux nantie que certains gros calibres d'Afrique. C'est vrai que des fois, on entend les gens se plaindre, mais la Côte d'Ivoire est mieux placée que certains gros calibres d'Afrique. Des pays comme le Nigeria perdent 2 points de pourcentage ou 3 points de pourcentage à cause des problèmes auxquels ils font face sur le plan énergétique. C'est la même chose pour l'Afrique du Sud. Ils sont des gros calibres, c'est des grosses économies, des grosses machines. Mais l'énergie leur fait perdre 2-3 points de pourcentage. C'est beaucoup, c'est énorme. Et c'est des emplois qui ne sont pas créés.
et c'est des jeunes qui partent. Donc je pense que les défis sont multiples. Il faut une volonté politique, il faut un cadre stratégique bien clair qui réponde individuellement, mais collectivement à tous ces défis, de façon bien articulée pour avoir une industrialisation. Mais il faut aussi accepter que l'industrialisation est une autre phase du développement qui ne viendra pas comme ça. Il va falloir mettre en place certaines choses, il va falloir remplir certaines préconditions avant d'y accéder. Donc voilà un peu ce que je voulais partager. Merci. Ok, merci monsieur Lee. Bon, nous avons plus ou moins déjà empiété dans le timing de la prochaine session, donc je souhaiterais qu'on soit vraiment le plus bref possible, hein. Il reste 2 questions pour l'auditoire et une dernière question qui vous sera adressée à vous les panélistes pour qu'on puisse conclure. Merci. Donc, voilà, merci beaucoup. Je vais répondre assez brièvement. Alors, beaucoup de bonnes questions, hein, en fait. Et monsieur le sénateur, honorable monsieur le sénateur, je pense que c'est un bon point. Il y a beaucoup de bonnes pratiques de travail de l'UNICEF au niveau des autorités décentralisées dans l'Afrique de l'Ouest et du Centre, et des bonnes pratiques à ce niveau-là. Ou bien entendu, ce que vous avez parlé de certaines directives de 20% de transfert. Dans le cadre donc, des programmes pays de l'UNICEF, et notamment ce qu'on appelle le programme politique sociale, qui a une branche finance publique très importante, d'ailleurs un axe qui est une priorité qui a été encore renforcée dans le cadre du prochain cycle du programme du plan stratégique de l'UNICEF 2026-2029. Donc c'est vraiment un travail important, et j'ai personnellement eu la chance de travailler dans ces domaines dans d'autres pays, et notamment au niveau du Bénin. Donc il y a vraiment un travail à faire d'une manière très bien orchestrée, bien sûr avec le gouvernement, au niveau central, mais aussi au niveau décentralisé. Donc tout dépend aussi de la politique nationale de décentralisation. Et ça dépend donc de beaucoup de paramètres de leadership politique à ces niveaux-là. Donc c'est aussi en lien avec la question des ministères sectoriaux clés, comme le ministère de la Santé, de l'Éducation. Donc c'est toute la question entre déconcentration versus décentralisation. Donc c'est vraiment un enjeu, et c'est vraiment excellent de noter qu'au niveau du Sénat de Côte d'Ivoire, donc vous avez fait une évaluation. Donc je pense que c'est un travail de collaboration, de mettre en commun en fait c'est les fruits importants de votre leçons apprises et des résultats que vous avez eus, et de mettre en commun. Parce que de facto, l'UNICEF travaille dans tous les pays avec un ministère qui est lead au niveau donc, du programme de coopération, mais il y a beaucoup de possibilités. Donc, comme ma collègue a répondu, je pense que j'irai dans son sens. Mais il y a des bonnes pratiques, comment peut-être échanger. Hein. C'est pour ça que les échanges sud-sud, parfois, des pays donc, peuvent aussi amener à progresser un peu plus vite. Ensuite, par rapport aux questions liées donc, monsieur donc, de la haute autorité de la bonne gouvernance, vraiment des très bonnes questions. Le volet innovation est très important à l'UNICEF. Nous avons donc une division entière qui est au niveau de la Suède, qui est le bureau de l'innovation, et qui travaille énormément sur le Technology for Development. Donc il y a beaucoup de choses que l'on fait dans les cadres bien sûr de la coopération, en étroite donc, collaboration avec l'écosystème national des innovations. Et je pense qu'à ce niveau-là, vous avez la chance d'avoir un bureau pays de l'UNICEF au Côte d'Ivoire qui est vraiment un des bureaux pays très en avant, en l'avant-garde dans beaucoup comparativement à la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre dans le domaine des innovations. Donc vous pouvez aussi vous rapprocher et voir dans quelle mesure ces excellentes idées ou même propositions de collaboration peuvent aller, y compris dans le domaine de l'évaluation qui est touché de facto par les artificial intelligence. On ne peut plus travailler comme avant maintenant. Par rapport à l'inclusion qui a été posée par Yves ici présent, l'inclusion c'est un des critères très importants dans toutes les évaluations. Dans quelle mesure les interventions, les programmes ont-elles pris en compte en fait la question de l'inclusion, inclusion au sens handicap, inclusion aussi toute la question de la diversité des genres, par exemple l'égalité des sexes, etc.
c'est vraiment des questions transversales. Hein. Si nous voulons, et c'est vraiment l'handicap, les personnes portant handicap sont les personnes les plus vulnérables. Donc, il ressort d'une manière assez globale que si la question de l'inclusion n'a pas été intégrée dès le début de la conception du projet, du programme, c'est clair de rattraper ça en cours de chemin. Il y a toujours, bien sûr, des opportunités de revues à mi-parcours ou d'évaluation à mi-parcours selon la profondeur que l'on veut donner, mais il est très important parce que les évaluations ressortent systématiquement qu'il y a des efforts délibérés à faire pour que ces différentes infrastructures puissent aussi servir, aussi bien dans les écoles que dans les centres de santé pour les populations portant un handicap. Monsieur Keita a posé une question importante. Moi, je répondrai d'une manière toujours arrimée à ce que mes collègues ont dit, mais d'une manière aussi logique, parce qu'aujourd'hui, en Afrique, nous avons quand même l'éducation. Comme je disais hier, l'accès est là. On a un problème aussi des qualités de l'éducation. Et le ministère que vous représentez est un des ministères, pour ma part, clés, surtout. Et donc, l'enjeu, c'est de savoir, au niveau, donc, dans quelle mesure, le processus d'orientation, ça ressort beaucoup des évaluations aussi. Comment renforcer les passerelles entre les ministères de l'éducation nationale et le ministère de l'éducation, de formation technique et professionnelle. Et comment s'assurer que les types de... Donc, parce qu'il y a aussi cette question en Afrique, surtout francophone, où l'enseignement technique et professionnel n'est pas très bien vu. Alors que c'est cet enseignement particulièrement qui nous amènera vers la question de l'industrialisation. Le focus doit être fait en Afrique davantage sur ces genres de ministères. Dans d'autres pays, c'est plutôt ces ministères, surtout l'Afrique anglo-saxonne, c'est ces ministères qui ont de l'importance. Mais on a un problème ici d'assurer non seulement cette passerelle d'une manière systématique, mais aussi de pouvoir renforcer les métiers dont nos économies africaines ont besoin en attendant d'avoir, bien sûr, une industrialisation forte. Il y a beaucoup de métiers qui manquent en Afrique, beaucoup de métiers. Et les jeunes Africains sont des grands entrepreneurs et, je dirais, encore les femmes africaines. Ça, c'est une réalité. Hein. Les économies africaines sont portées par les femmes. C'est un fait certain. Quelles sont les dispositions que nous mettons en place pour aller plus loin? Donc, la question des skills building est très importante. Les compétences transférables, les compétences techniques. Il y a beaucoup de métiers qui nous manquent. L'énergie, certes, est un facteur, mais dans l'immédiat, parce que le processus de développement est quand même progressif. Il faut mettre le paquet sur un ministère comme et les évaluations le montrent à ces niveaux-là. Il y a vraiment un problème des compétences nécessaires. Alors, merci. Consommer dans la prochaine session. Donc, je remercie l'ensemble des panélistes pour la brillante présentation et les échanges. L'auditoire pour avoir bien voulu prendre part à cette session. Vous rapprochez d'eux si vous avez des questions supplémentaires ou éventuelles. Je pense qu'ils sont à votre disposition. Donc, une fois de plus, merci beaucoup et à nous revoir. Visiter notre site web, les télécharger à volonté comme vous voulez.